Merci d'être là ce soir. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-Dominique Siegel, je suis co-créateur et cofondateur de la revue Oui Demain. Oui Demain a posé ses valises ici au CHAC il y a tout juste un an. Donc on est vraiment ravis d'accueillir le C3D, Fabrice Bonifay, Céline Bouchard-Villy, je ne l'ai pas accroché, et qui ont donc écrit ce livre, L'entreprise contributive. Juste, je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier, quand vous aurez gentiment acheté ce livre à la fin, on vous offrira un numéro de Oui Demain pour tous ceux qui achèteront ce livre. Bravo. Donc je voulais juste vous dire que ça fait donc un an qu'on est ici, un an et demi presque qu'on vit avec la pandémie, plus d'un an et demi l'Australie, le Canada hier. On a un petit peu le sentiment, nous, que demain c'est aujourd'hui. Et je vais juste vous raconter une anecdote, c'est le sentiment que l'Australie et le Canada c'est bien loin. La semaine dernière, on a déjeuné avec mon frère, avec une ingénieure hydraulique, qui a créé une boîte où elle mixe son savoir et la data pour essayer d'apporter au territoire et aux villes un peu de prospection et de comprendre comment sera demain. Et au fil de la conversation, elle nous a juste expliqué que s'il n'y avait pas un devoir d'assurance, la ville de Nîmes ne serait plus assurable. Donc je pense qu'il est un peu de temps aujourd'hui de prendre conscience. Ce livre, il est très important parce qu'ils ont pris, en tout cas je parle pour Fabrice, avec la position qui est la sienne dans un groupe comme Bouygues, la position d'écrire ce livre. Je l'ai lu, j'en ai pris plaisir à le lire, j'ai vu tout ce qu'il a pu dire. Et juste si on fait un petit retour en arrière par rapport à 2015, où on avait signé les accords de Paris de 1,5 degré, les entreprises du CAC 40 se baladent encore entre 3 et 4, et qu'il est vraiment temps d'agir, et d'agir pour la planète. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ce livre, parce que, comme je l'ai dit, les solutions sont sur la table, et il n'y a plus qu'à se servir. Donc en tout cas, merci de nous avoir choisis, d'avoir choisi le CHAC pour faire cette conférence. Juste, j'oublie pas Émilie et toutes ses équipes parce que c'est un bonheur d'être là au quotidien et c'est une chance d'être pour nous, Oui Demain, ici. Merci, je t'embrasse et puis je passe la parole à Hélène. Merci. Alors moi, je vais continuer dans les merci. Donc moi, je suis Hélène Binet, je travaille chez Make Sense. Make Sense, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans. Et l'idée, nous, c'est de remettre en mouvement les citoyens, les entrepreneurs et les organisations sur le chemin de la transition écologique et sociale. Voilà, ça fait 10 ans qu'on accompagne les entreprises. Pour nous, c'est un acteur important de la société. Et on les accompagne comment ? De plein de manières différentes. On les accompagne sur un changement stratégique. On forme les collaborateurs à devenir intrapreneurs. Pour nous, c'est important que le changement vienne de l'intérieur. On crée des communautés dans les entreprises aussi pour qu'ils puissent eux-mêmes inventer le changement et se sentir soudés pour le déployer. Et puis surtout, nous, selon quoi on croit, c'est dans la croisée des regards. Donc en fait, on met toujours en relation des entrepreneurs avec des citoyens, avec des organisations. Voilà, pour nous, on veut faire société en mettant tout ce monde-là en mouvement. Voilà, comme Jean-Dominique, on a aussi un peu les jetons parce qu'il faut que ça aille vite maintenant. Donc on a aussi un sentiment d'urgence qu'on veut vraiment transmettre aux entreprises notamment. Voilà, parce que pour nous, c'est vraiment des acteurs hyper importants. Même si on travaille avec les entrepreneurs sociaux, quand on veut déployer ça à grande échelle, il faut que ce soit les grands groupes qui s'en saisissent. Donc c'est vraiment, on met un coup d'accélérateur. Et donc on est très content d'être là, on est très content avec Jean-Do. Ça fait longtemps qu'on se dit quand est-ce qu'on fait un truc ensemble, oui demain, Make Sense. Donc voilà, c'est la première fois. Et voilà, et donc on va apprendre beaucoup de choses de cette conférence. Et merci beaucoup et bonne soirée. Je crois que j'ai déjà un micro, alors je vais faire sans micro à la main. Donc bonjour à tous. Donc Fabrice Bonifay, je suis donc le président du Collège des directeurs développement durable, le fameux C3D, fort de plein de membres maintenant, près de 200, et aussi directeur de développement durable du groupe Bouygues, et co-auteur avec Céline donc, de ce fameux livre qui va devenir un long-seller, on peut l'espérer en tout cas, un livre de solutions, un livre de méthodes pour changer nos modèles d'affaires, car ça a été dit, c'est plus qu'urgent, c'est déjà même presque déjà tard. Et oui, la seule bonne nouvelle dans ce marasme, c'est que les solutions existent dans quasiment tous les domaines de l'activité économique, à condition d'avoir du leadership, à condition d'avoir la capacité de convaincre ces écosystèmes économiques de venir avec nous dans une aventure entrepreneuriale qui va être passionnante, parce que dans les 10 ans qui viennent, soit on change, soit on crève. Donc il n'y a pas d'alternative. Alors, pendant cette conférence, on va donner quelques prémices de solutions avec des intervenants inspirants. Mais pour ceux qui voudront savoir plus,
Il y a la lecture de Oui Demain régulièrement, il y a la lecture du livre, bien sûr, et puis il y a aussi de réaliser le plus vite possible la fresque du climat. Et je remercie d'avance déjà Cédric Regenbach d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie Jean-Dominique Siegel, qui est l'un des premiers à nous avoir fait confiance avec Céline. Et puis bien sûr, tous ceux qui sont dans la salle présents aujourd'hui. Il y a trop peu de personnes parce que la pandémie est encore là et je pense qu'elle va être encore là encore pas mal de temps, hélas. Et je remercie aussi ceux qui nous suivent en ligne. Je crois qu'il y avait près de 250 inscrits. Donc j'espère qu'il y en a au moins la moitié qui sont derrière leur écran. Donc bonne conférence et à tout de suite. Merci à tous. Bonjour, je suis... C'est formidable. Pardon ? Non, rien, vas-y. Céline Pufardichvili, donc l'heureuse co-autrice de l'entreprise contributive concilier monde des affaires et limites planétaires avec Fabrice Bonifay. Donc aujourd'hui, pour parler de cette fameuse entreprise qui existe, nous avons invité Laetitia Boucher, qui est responsable développement durable pour Interface pour toute l'Europe du Sud. Et alors, pourquoi on t'invite, toi, au-delà d'avoir écrit au moins 12 pages du livre sur ton entreprise, en fait, ce qu'on réalise, c'est que demain, c'est déjà aujourd'hui, toutes les catastrophes qu'on nous promettait parce qu'on n'a pas pris soin du vivant, de nos écosystèmes, en fait, ces catastrophes sont déjà là, donc on n'a pas encore 100 ans pour dormir tranquille, enfin, ou jusqu'en 2100, ou encore 25 ans pour s'y mettre. En fait, c'est maintenant, et les entreprises qui s'y mettront le plus tôt possible pourront engranger les bénéfices finalement de ceux qui auront investi dans une autre façon de faire. Et alors, Interface, c'est une des entreprises qui, à notre sens, quand on a fait notre exploration, est sur ces sujets depuis le plus longtemps, depuis 1994. Alors, c'est complètement dingue parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pression, pas de réglementation, pas de manifestation climat dans la rue, pas de Greta, elle n'était même pas dans l'idée de quelqu'un. Donc, parle-nous un peu de cet élan. Qu'est-ce qui a donné envie à ton ex-patron, enfin, oui, donc à ce visionnaire de commencer? En effet, c'est Ray Anderson qui est le fondateur d'Interface, qui a eu une question d'un de nos clients qui est remonté jusqu'à lui et qui nous demandait ce qu'on faisait pour l'environnement. Et à l'époque, en 1994, on ne faisait rien. Donc on n'a pas su quoi lui répondre, sauf que Ray Anderson, ça l'a vraiment troublé. Il avait envie de trouver une réponse, même si ce n'était pas pour ce client-là. Pour la petite anecdote, on a perdu l'affaire à cause de ça. C'était un client en Californie qui a toujours été un petit peu plus en avance que les autres États, en tout cas sur plein de questions. Bref, toujours est-il qu'il s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas apporter de réponse. Il a convoqué son COMEX en disant, voilà, on va faire quelque chose, on va avoir une réponse. 2 jours avant la réunion, il n'avait toujours pas de réponse. Et puis, quelqu'un lui avait déposé le livre qui s'appelle « The Ecology of Commerce » de Paul Hawken, qui prône en fait de passer d'une économie linéaire, hein, j'extrais, je consomme et je jette, à une économie circulaire, pardon. Et du coup, pour lui, ça a été vraiment une révélation. Il le dit hein, d'ailleurs, hein, ça a été une révélation. Et il disait même que des gens comme lui, dans quelques années, on les emprisonnerait pour le mal qu'ils ont fait à la planète, puisque c'est des pilleurs de la Terre, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Donc ça a été la prise de conscience, en tout cas à l'époque. D'accord, donc une vision, mais ensuite, quand bien même on aurait la vision, et quand bien même on réaliserait qu'on est dans le faux quelque part, il faut quand même pouvoir dessiner le chemin. Donc comment ça... Il n'y avait pas d'exemple, même s'il y avait des livres, parce qu'il faut quand même souligner que des livres sur le pourquoi il faut changer, il y en a beaucoup. On sait, on est interpellé de toutes parts, mais sur le comment est-ce qu'il a justement dessiné lui-même son chemin? En fait, il s'est entouré de spécialistes. Il y avait à la fois des activistes, des auteurs, des entrepreneurs, des environnementalistes tels que Paul Hawken, hein, qui faisait partie de l'équipe, des scientifiques, etc. Exactement. Et du coup, il a formé ce qu'il aimait appeler son Eco Dream Team. Et ensemble, ils ont dessiné notre première mission qui s'est appelée Mission Zéro, donc en 1994. Et l'ambition, c'était d'avoir 0 impact négatif sur l'environnement d'ici 2020, donc l'année dernière. Et du coup, ils ont dessiné ce qu'ils ont appelé 7 fronts, donc comment atteindre le zéro sur différents postes, que ce soit en termes d'émissions comme les gaz à effet de serre, mais autres, plus de déchets, comment ne plus utiliser d'énergie d'origine fossile, comment ne plus utiliser de matières premières d'origine
fossiles également, d'extraction, comment arrêter de consommer de l'eau, enfin voilà, être à zéro sur tout ce qu'on peut imaginer. Il faut quand même rappeler que Interface, c'est des moquettes, des linos, enfin bref, du plastique. Vrai, donc, évidemment, se détacher globalement de la ressource de la plupart des acteurs de votre domaine, c'était quand même ultra courageux. Oui, effectivement, on est une industrie très dépendante du pétrole, puisqu'on est fabricant de dalles de moquette, qu'on utilise à la fois du bitume et du nylon, ou du polyamide. Donc effectivement, on était très très gros pollueurs à l'époque. Donc on a forcé, on a essayé de trouver des solutions, à la fois en interne, en mobilisant les personnes qui étaient chez nous, en les formant, et en même temps en sensibilisant et en mobilisant nos parties prenantes, que ce soit aussi bien nos fournisseurs, que nos clients, on a travaillé vraiment avec tout type de parties prenantes, ça pouvait être des universitaires, on a travaillé avec des ONG, etc. Donc on a vraiment redessiné une manière de commercer différemment. Et du coup, on les a encouragés à nous aider, puisqu'on ne pouvait pas le faire seul. On savait que nous, si on agissait uniquement sur notre usine, on était capable de faire des choses, et des grandes choses déjà, mais ensemble, on était avec d'autres. L'union fait la force, donc forcément, on pouvait trouver des solutions comme ça. Et notamment, il a sollicité ses fournisseurs, entre autres les fournisseurs de fibres, et les très très gros faiseurs chimistes, que je ne citerai pas, n'ont pas donné suite, l'ont pris pour un fou. En revanche, il y a eu un tout petit fournisseur du nord de l'Italie qui s'appelle Aquafil, qui aujourd'hui est très connu et qui s'est dit probablement la même chose, il est fou. Et puis finalement, il a dormi dessus et s'est dit pourquoi pas, on va tenter l'expérience. Et on a cherché ensemble des solutions pour trouver en tout cas de la fibre recyclée. Et je crois que c'est en 2010, on est arrivé avec la première fibre 100% recyclée sur nos moquettes. On reparlera en deuxième partie de tout ce sujet du faire ensemble et de l'importance de l'écosystème. Tu as évoqué aussi la connaissance, la formation. On en parlera en dernière partie parce que c'est vraiment le levier ultime finalement. Mais parle-nous un petit peu, quand on est sur cette voie, alors tu as la vision, tu as les étapes, tu as ta méthodo, mais comment est-ce que tu redéfinis tes KPI, donc tes indicateurs de succès pour avancer? On peut imaginer quand même que vos investisseurs, un des KPI attendus, c'était les revenus, les bénéfices. Comment est-ce que tu mesures? Est-ce que tu as commencé à mesurer, enfin, est-ce que l'entreprise à l'époque a commencé à mesurer en termes d'économies réalisées, comment tu montres qu'on atteint des... En fait, alors au tout début, pour la petite anecdote, Ray Anderson s'est fendu d'annoncer publiquement à ses actionnaire qu'il allait lancer cette mission. Oui, il a dit au directeur financier, tu parles pas de chiffres, je parle. Et du coup, juste après cette annonce, on a l'action qui a chuté et beaucoup d'actionnaires qui nous ont quittés malheureusement. Mais il a tenu vraiment bon le cap, il y a cru. Et en fait, très rapidement, au tout début, on a fait ce qu'on a appelé War on Waste. C'est les Américains, ils adorent donner des missions comme ça ou des noms à ce qu'ils font. Tu brandes une mission tout d'un coup. Et du coup, on a encouragé tout le monde à trouver des solutions pour diminuer toutes nos déperditions. Ce n'est pas uniquement les déchets, c'est vraiment les déperditions. C'est aussi bien utiliser moins de matières premières, comment repenser un produit pour en utiliser moins, utiliser moins d'énergie. Ouais, exactement. Donc, et au bout de 2 ans, on a réussi à faire de telles économies qu'on était déjà, par rapport aux investissements qui avaient été faits pour se lancer dans cette mission, on commençait déjà à être bénéficiaire. Donc très rapidement, oui, ça s'est fait. Et ensuite, pour mesurer nos progrès, forcément, on a toujours les progrès financiers, mais on a ce qu'on appelle les écométriques, et on mesure tous les ans nos progrès donc sur nos gaz à effet de serre, la réduction, sur l'eau, sur la consommation énergétique bien entendu, sur l'impact carbone de nos produits, puisque très rapidement on a aussi... Et la biodiversité? La biodiversité, on ne l'a pas mesurée. Pas tout au début. Enfin, c'est le plus de la vie de tout le monde, c'est ce qui est le plus difficile à mesurer. En fait, ça vient avec la deuxième mission, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, on voit bien que c'est un long chemin et vous n'avez pas terminé. Néanmoins, tu as rappelé que la première grosse étape, c'était 2020. Alors, c'est facile de donner 2020 quand on est en 94, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? En fait, 4 ans avant, on savait qu'on allait atteindre notre mission en 2016.
Du coup, on a célébré en 2019 avec un rapport qui s'appelle Leçons pour le futur, qui est accessible à tout le monde, qui est sur notre site internet, qui explique comment est-ce qu'on a fait et aussi comment est-ce les victoires et les défaites parfois. Mais toujours est-il que ça explique notre chemin. Et du coup, en 2016, sachant qu'on allait atteindre ça, on avait changé de CEO à l'époque. Donc lui, il est arrivé, il s'est dit « Ok, j'arrive, mission zéro est presque accomplie, j'ai rien à faire, parfait ». Et l'Eco Dream Team, dont fait toujours partie Paul Oken, a commencé à le chatouiller. Voilà. Et alors, la prochaine étape, c'est quoi? Et on est arrivé en lui proposant de participer à l'inversion du réchauffement climatique. Donc, comment être une entreprise qu'on appelle régénératrice, hein, avoir un impact positif à la fois sur les écosystèmes, c'est ce que tu disais, et sur l'environnement, tout en ayant un impact négatif, c'est assez étrange, sur notre impact carbone. Donc l'ambition, c'est d'ici... Tout en faisant des profits. Exactement, oui. Toujours. Voilà, non mais il faut préciser, parce que sinon, c'est pas drôle. Exactement. Donc le prochain objectif est d'être négatif en carbone d'ici 2040, à la fois sur nos opérations et sur nos produits. D'accord. Et sur l'usage chez le client, puisque le client, vous l'encouragez également à garder ses revêtements plus longtemps, et il y a tout un embarquement de l'écosystème client aussi. On pense quand même que, en tout cas les clients, le marché, la technologie, etc. n'est pas prête pour ça. Là, on vient tout juste de lancer notre premier produit à impact carbone négatif de l'extraction de matières premières jusqu'à la porte de l'usine. Donc sur notre analyse de cycle de vie, c'est 57% de nos émissions, ce qui n'est pas neutre. Donc par effet rebond, on va participer à la diminution du scope 3 chez nos clients. Du coup, on sait que c'est vraiment de la sensibilisation, mais on sait que la négativité, en tout cas sur la deuxième partie du cycle de vie, sur la deuxième partie du l'usage et la fin de vie, va être difficile à atteindre. Toujours est-il qu'on sait ce qu'on peut maîtriser en tout début et on cherche des solutions pour trouver des produits qui vont séquestrer encore plus de carbone, qui vont nous permettre d'avoir un impact encore plus négatif que ce qu'on a réussi à faire là. Oui, non, mais c'est justement embarquer jusqu'au bout en amont du scope 3 et jusqu'au bout également les clients. Donc est-ce que ça reste, parce qu'on a dit dans cette conférence que très honnêtement on parlerait des freins, est-ce que ça reste un des freins? Finalement, l'usage, le fait de l'implication quelque part du client, est-ce que c'est un frein encore plus difficile à lever que de convaincre un actionnaire ou d'en changer finalement? Oui, surtout, on est confronté tous les jours puisque, entre autres, je m'occupe de la récupération en fin de vie. À savoir que nous, on fait de la revente, donc on a des intermédiaires au milieu, on n'a jamais ou très rarement l'utilisateur final en lien. Et du coup, on perd la traçabilité de nos produits dès que ça sort de la porte de l'usine. On essaye de les sensibiliser, mais il y a toujours cet effet de « Ah oui, mais c'est trop cher, on voudrait que ce soit gratuit ». Donc, à la fois, il y a le frein de la perte de traçabilité, donc on ne sait plus où est notre produit, et en même temps, toujours ce frein économique qui est vraiment handicapant. Alors, on espère, avec la future REP, avoir des solutions, en tout cas, que les gens soient un petit peu plus sensibilisés, mais voilà. Oui, donc une autre manière de lever les freins, c'est la réglementation. Mais nous, notre postulat avec Fabrice, a aussi de dire que si on montre que de plus en plus d'entreprises vont vers cette direction, la réglementation va suivre aussi, puisque ce qui est possible pour certains doit s'imposer pour d'autres, quelque part. Maintenant, j'aimerais inviter Cyr Dioré à nous rejoindre, et le cofondateur de Greenfib, pour parler un petit peu... Viens t'installer là. Et Fabrice Bonifay, peut-être nous rejoindre aussi. Parce que dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on parle vraiment du levier des écosystèmes du faire ensemble. Alors, on a quand même autour de cette table des gens pour qui ce n'est pas forcément évident. Cyr Dioré, toi, tu ambitionnes de remplacer les plastiques de notre quotidien. Donc, on peut dire que ce n'est pas évident avec une matière alternative. Et je voudrais que tu nous en parles, parce que dès qu'on parle de remplacement, d'alternative, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, c'est toujours un petit peu compliqué, donc j'aimerais que tu dises un peu quelle est la matière. Ensuite, on parlera de la manière, puisqu'on va parler des écosystèmes, du faire ensemble, du local, des boucles. Voilà, et Fabrice, peut-être que tu peux un peu prendre ta casquette Bouygues pour parler aussi des écosystèmes vertueux, et puis tu peux, Laetitia, continuer à nous parler de la façon dont vous travaillez avec vos
vos parties prenantes qui elles-mêmes sont très... dont dépend une grande partie de vos impacts. Alors, CIR, bonjour, merci de nous rejoindre. En toute transparence, CIR est un client de Looksharp. Donc, et moi, si je t'avais connu avant, tu serais dans le bouquin. Voilà, pour te le dire. Enfin, si mon co-auteur est d'accord, bien sûr. Il faut voir, il faut savoir ce qu'il va dire. Voilà, alors parle-nous de... Voilà, vas-y. Donc Greenfield, déjà, c'est ni blanc ni noir, c'est bleu sur mes yeux déjà, voilà, qui ne sont pas bleus eux. Greenfield, très rapidement, c'est une matière qui est donc 100% biosourcée, qui est sans concurrence avec l'alimentation et qui a pour objectif d'être durable. La matière qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne fabrique pas, et la deuxième qui vient sur le podium, c'est celle qui dure le plus longtemps possible. Ça passe par la matière et ça passe aussi par les usages qu'on a derrière la matière, donc c'est un vrai sujet, ce sujet des usages, qui est challengeant, qui est titillant, sur lequel on a plein de choses à découvrir, à tester et à expérimenter. Donc c'est une matière en fait qui est basée sur le ricin, c'est la graine de ricin qui est transformée en huile de ricin, qui est acheminée jusqu'à Marseille en bateau depuis 70 ans. Et depuis 70 ans, elle est mélangée avec du pétrosourcé pour arriver à un niveau de performance industrielle qui va bien, parce qu'on ne s'est jamais posé la question de faire autrement. Et donc Luc Ménétré, un copain de collège, s'est dit il faut que je trouve une matière durable, 100% biosourcée, etc. Il a travaillé sur cette base-là et en lui associant du bois ou du roseau, du talc ou de la coquille d'huître, il a obtenu des performances d'une matière qui va bien pour l'industrie, notamment pour les biens de consommation comme les lunettes, comme les stylos, alors, ce qui est quand etc. même fou, c'est que lui vient de l'optique, toi tu viens des RH et vous produisez une alternative au plastique. On a besoin de regards décalés, je pense, pour voir les choses différemment. Donc humblement, mais avec ambition aussi, on agit dans ce sens-là. On s'entend bien avec Arkema, qui est ce gros, enfin, le plus petit des gros chimistes mondiaux, on va dire. Et on apporte ce regard décalé, cette manière de développer. La matière, elle est hyper alignée en elle-même. Du coup, c'est à la fois une exigence et un potentiel pour voir comment, dans la manière, on peut la développer de manière la plus pertinente par rapport à demain. D'où ces notions d'écosystème qui nous parlent et qui, moi, me parlent particulièrement au sens où, pour moi, un écosystème, ce n'est pas quelque chose qu'on montre sur un PowerPoint, c'est un être vivant, un écosystème. Donc, si c'est un être vivant, il faut que ça vive, et si il faut que ça vive, il faut que ça se rencontre, il faut que ça partage, il faut qu'il y ait des émotions ensemble. Et donc, pour nous, c'est ça, un écosystème. Donc, nos distributeurs, transformateurs, producteurs, fournisseurs, on prend beaucoup de plaisir à les réunir avec nous dans des lieux, parce qu'on comprend avec sa tête, mais on bouge avec ses tripes. Donc dans des lieux qui touchent aussi émotionnellement, donc notamment au Théâtre équestre de Bretagne, pour lequel j'ai un peu d'affect. Il faut soutenir cet art inutile, indispensable en ce moment particulièrement. Donc, et puis on les fait bosser sur l'ACV, c'est quoi une ACV, c'est quoi les résultats de l'ACV de Greenfield, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire eux-mêmes et comment on peut les aider aussi à se transformer petit à petit pour être cohérents demain plus qu'hier. Donc pour nous, c'est un écosystème, c'est vraiment ça, c'est un être vivant. Et du coup, c'est aussi des bons moments qu'on partage. Et ça fait pas de mal non plus dans la période actuelle. Ça fait pas de mal, non, c'est sûr. Alors, donc là, on voit qu'un petit réussit à faire bouger les grands, et même on va venir vous chercher pour activer. Est-ce que vous, avec l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, avec Aquafil, un petit finalement vous a aussi aidé à bouger. Comment est-ce que tous ces écosystèmes s'articulent? En fait, ce qui est intéressant, en tout cas sur cette partie-là, Aquafil qui a pris ce pari-là avec la fibre Econil, puisque c'est une fibre, il a même renommé cette fibre, ça a permis d'embarquer l'industrie du sol, comme nous, de la moquette, mais aussi depuis peu l'industrie textile, puisqu'il a comme client Prada et Burberry, etc. Donc on voit que finalement, d'une initiative d'un homme, Ray Anderson, est né cet effet où tout le monde commence à profiter. C'est même toute une industrie qui bascule vers ça. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que les choses se mettent en place. Et les succès des uns bénéficient aux autres. Ouais. Et toi aussi, il y a parfois quand tu racontes les intersections qui se passent entre différents domaines, entre différentes industries, comment tu vis ça dans le bâtiment? Alors, en fait, le mois de juillet, là, c'est l'anniversaire de notre premier bâtiment en énergie positive. En juillet 2011, on avait livré à Meudon le fameux Green Office qui est occupé aujourd'hui par Steria. Donc,
3 ans auparavant, on avait créé un GIE, le GIE Enjeux Énergie Positive, qui avait regroupé une dizaine d'entreprises pour trouver des solutions pour faire en sorte d'avoir un bâtiment qui produit plus d'énergie renouvelable sur un an qu'il n'en consomme. On sortait du Grenelle et on cherchait des solutions. Et donc ce GIE avait été mis en place dans le GIE, on avait pris tous les acteurs du bâtiment en fait, hein, à la fois les énergéticiens mais aussi les utilisateurs. Alors je vais vous raconter deux anecdotes de l'époque. Donc on cherchait par tous les moyens pour que le bâtiment soit le plus productif possible. Il fallait qu'il soit le plus passif possible. Donc déjà on ne voulait pas mettre de clim dans ce bâtiment. Il n'y a pas de clim dans ce bâtiment. Et donc on a joué sur l'inertie du béton. À l'époque on était encore sur des approches béton. Et il fallait absolument faire des économies dans tous les sens. Alors je vais vous raconter 2 économies qu'on n'aurait jamais pu trouver si on n'avait pas eu cette approche de la sobriété, parce que ça n'a pas été dit par les uns par les autres, mais on va rentrer dans les millénaires de la sobriété, de l'abondance frugale. Et donc on s'est dit, il faut qu'on diminue les consommations d'énergie dans tous les domaines. Et premièrement, on a travaillé sur la cuisine. La cuisine, alors il y a près de 600 repas qui devaient être faits tous les jours dans une cuisine industrielle pour les gens qui travaillent sur ce bâtiment. Et puis, les gens de Sodexo nous ont expliqué que quand ils arrivaient le matin vers 9h30, 10h, ils commençaient à mettre les fourneaux en route à partir de 11h. Et jusqu'à 15h, il y avait toujours des casseroles, des trucs qui fonctionnaient. Et bien sûr, il y avait des hottes aspirantes qui récupéraient toutes les vapeurs pour les évacuer du bâtiment. Et là, comme on avait mélangé les disciplines, on avait mélangé les techniques de l'ingénieur, il a dit, mais il y a toute cette chaleur qui part dans une hotte, mais vous la récupérez comment? Dans les bâtiments traditionnels, on ne la récupère pas. Et donc là, on s'est dit, on va mettre un échangeur air-air, et puis on va faire de l'eau chaude sanitaire du bâtiment avec les hottes aspirantes de la cuisine. Première économie. Deuxième économie, on s'est dit, oui, mais qu'est-ce qui consomme le plus dans un bâtiment en dehors du lighting, et bien souvent avant le lighting, avant les lumières? C'est l'ascenseur. Donc c'est un R+4. Et là, avec l'architecte et l'ascensoriste, on s'est dit, mais comment on peut diviser par 10 la consommation d'ascenseur? Bon sang, c'est bien sûr, on va mettre un escalier, mais un bel escalier monumental. Tout de suite, quand on arrive dans le bâtiment, on ne voit que l'escalier avec un puits de lumière, des plantes, pour donner envie de prendre l'escalier. Et on a caché un petit peu l'ascenseur, parce que d'habitude, dans les bâtiments tertiaires, la première chose qu'on voit, c'est l'ascenseur, l'escalier de service, il est caché, il ne sent pas bon. Et là, en faisant une astuce architecturale, quasiment personne ne prend l'ascenseur, et on a divisé par 10. Et des exemples comme ça, il y en a plein, qu'on a imaginé sur la récupération d'eau. C'est comme ça qu'on a pu se dire, oui, un bâtiment, c'est plein de surfaces. Qu'est-ce qu'on fait de la 5e surface? On va produire de l'énergie avec la 5e surface. On était le premier bâtiment de 23 000 m² à avoir une toiture à énergie positive. Donc on a utilisé cette surface pour qu'elle devienne productive. On a récupéré l'eau de pluie. L'eau de pluie, on ne peut pas la boire parce qu'elle n'est pas minéralisée, mais on peut peut-être s'en servir dans les toilettes. Donc ça a permis de faire des économies d'eau sur les toilettes. Et donc ça nous a permis d'actionner la boucle de retour d'expérience. Et ça, c'était il y a 10 ans, pour arriver jusqu'à notre concept building ultime, qu'on présente depuis 3 ans maintenant, qui est le bâtiment hybride à économie positive. Et là, on était encore un peu plus loin. On s'est dit, il faut vraiment faire comme, parce que vous êtes notre exemple, il faut faire comme Interface, il faut vraiment être exemplaire jusqu'au bout et faire un vrai bâtiment net zéro carbone. Et là, les astuces sont les suivantes. On s'est aperçu, parce que des bâtiments, ça fait quand même 72 ans qu'on en fait, ils sont utilisés, tenez-vous bien, entre 15 et 20% du temps. 15 et 20% du temps. Une voiture, finalement, mais... Un peu plus qu'une voiture. Une voiture, c'est 5%. Oui. Là, c'est 3 fois plus à peu près. Mais le résultat, c'est fermé. Donc, on s'est dit, on va proposer à nos clients que lorsqu'ils n'ont pas l'usage de leur bâtiment tertiaire, public ou privé, et même maintenant, on peut même le faire pour le logement, on puisse faire rentrer le dehors dedans, c'est-à-dire que sur certains espaces, pas forcément tous, mais le parking, la salle polyvalente, le restaurant, le rooftop, certaines salles techniques, qu'il y ait un community manager qui commercialise ces espaces avec un pricing en fonction de la demande pour que le bâtiment soit utilisé en permanence. Ça, c'est une bonne idée, ça. Parce que grâce à ça, on va construire moins, donc on va moins artificialiser les sols, et ce qu'on ne va pas gagner dans la construction, on va le gagner dans l'exploitation du bâtiment, qui en termes d'empreinte carbone est bien meilleure. Une autre idée, quand on pense que quand on construit un bâtiment, quel qu'il soit, quand le bâtiment vaut 100,
il y a 25% du coût de ce bâtiment, c'est les matériaux qu'on achète à des fournisseurs, des Saint-Gobain, des Lafarge, etc. Parce que Bouygues ne fait pas le béton, on l'achète. Et arrivé en fin de vie, ces matériaux qui valaient 25% du coût de l'ouvrage, 30, 40, 50, 60 ans après, zéro. Zéro. Ça coûte de l'argent pour même enlever les... Voilà, on met en décharge de classins inertes. Donc on s'est dit, ben, ça serait peut-être bien, enfin, qu'on fasse des bâtiments banques de matériaux et on construise avec des éléments finis comme des briques de Lego qu'on va pouvoir démonter en fin de vie pour pouvoir les remonter ailleurs pour donner une deuxième, une troisième vie et que l'énergie grise qui est nécessaire pour fabriquer les matériaux, ça puisse durer beaucoup plus longtemps et qu'on redonne de la valeur aux matériaux. Eh bien, on est en train de le faire. Et on va faire, on ne le dit pas encore, on ne le dit pas, mais un immeuble emblématique qui va être conçu que comme ça. Alors, donc je n'ai pas le temps de tout raconter, mais franchement, il y a des solutions, à condition d'avoir des leaders inspirants, avoir un peu de leadership, et puis avoir des méthodes. Et c'est ce qu'on explique dans le bouquin. Merci Céline de nous avoir accompagnés et co-rédigé ce bouquin, parce que c'est un bouquin qui, comme disait Jean-Dominique Séguel, qui apporte en fait une méthodologie, parce qu'on s'est inspiré des pionniers, et on se dit, mais pourquoi pas nous ? En fait, ce qu'on veut dire aussi, c'est que c'est le co qui permet de trouver des co-bénéfices. En fait, le bouquin, on voulait l'appeler plus de valeur avec un S et souligner le S, parce que les valeurs sont pour tout le monde si elles sont trouvées ensemble, parce que ce que tu as illustré dans votre GIE, là, c'est de mettre des gens qui ne se ressemblent pas ensemble. Et du coup, toi, quand tu racontes ton histoire, tu dis aussi que ce que recherchent toutes les entreprises, c'est de durer, de faire du profit et de déployer leur offre. Et toi, tu dis que le co, on peut aller plus vite et donc aussi être plus rapidement dans la réalisation et dans la mise sur le marché. Et c'est ce que recherchent beaucoup des gens, de personnes avec lesquelles tu travailles aussi. Raconte un petit peu comment ça marche. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il y a une petite phrase qu'on connaît tous, c'est « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Bon, ben voilà. Donc même si c'est une petite phrase, elle a son sens et il faut en faire quelque chose. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les principes du vivant, il y a coopérer versus compétition et que la coopération, elle a toutes ses vertus et toute son efficacité. Donc il n'y a aucune raison de ne pas s'en inspirer. Après, il y a quand même des freins et pour moi, votre livre, il a une vraie vertu, c'est que je dis souvent que quand on est en vélo, si on regarde le nid de poule, on roule dedans, si on regarde à côté, on passe à côté. Ce que je regarde se développe. Et ce que vous regardez dans ce livre-là, j'ai envie que ça se développe. Et le fait que vous ayez porté un regard sur tout ça, pour moi, c'est un levier pour que ça aille plus vite et dans ce sens-là. Donc, merci pour ça déjà. Ah non, mais et après, il y a toutes ces histoires de freins qui sont liées à nos cerveaux, qui sont très pratiques toute la journée, sauf quand on veut changer un truc, quoi. Et la porte de frigo, si on la change de sens, il nous faut 3 semaines pour changer ses habitudes, alors que c'est physique et c'est individuel. Donc, il faut être très humble et très ambitieux pour changer les choses quand on est dans les comportements et quand on est dans le collectif, etc. Donc, les freins, ils existent, mais le prix est un frein. Mais si on dit que le prix est un frein et qu'on s'arrête là, c'est même pas la peine de se bouger. Donc, si c'est un frein, ok, maintenant, il faut que ça devienne un tremplin. Et tous les jours, on bosse pour que le prix, ce soit plus un frein, mais ce soit un tremplin. Et à force de le regarder comme ça, eh ben, on en fait des choses. On ne parle plus de prix, on parle de valeur. Alors oui, mais le prix et les valeurs, il y a des passerelles, parce que le prix est froid, les valeurs sont chaudes. Donc quand les valeurs sont stables, eh ben, on s'y retrouve, on a des passerelles. Quand les valeurs changent fortement, on est paumé dans cette histoire de prix. Il faut faire évoluer les valeurs et nos ambitions aussi. C'est ça. Il faut faire ressortir les valeurs qui sont souvent préexistantes, même dans les objets. Le multi-usage, passer du mono-usage au multi-usage, parfois il y a besoin de rien changer. J'ai un exemple de piège à frelons. Qui peut faire, il avait le multi-usage de réservoir de graines pour les oiseaux l'hiver, piège à frelons l'été, réservoir de graines pour les oiseaux l'hiver. Hop, ça change de valeur, le prix n'a plus le même sens, on peut le faire en green fibre, etc. Et donc si on apporte la matière, le multi-usage et en plus des clients à nos clients, parce qu'on travaille en circuit et pas en linéaire et on travaille avec tout le monde, on a des belles histoires de sens efficaces qui servent à quelque chose et qui sont économiquement viables. Dernier frein à lever peut-être avant qu'on passe à la partie importance de la pédagogie, de l'éducation, de la formation. Est-ce qu'il y a un dernier frein? Toi aussi tu dis souvent que maintenant l'objectif c'est qualité supérieure, prix égal.
Qualité globalement supérieure pour les écosystèmes aussi, bien sûr. Oui, dans son ensemble, effectivement. Non, je pense que c'est vraiment un changement de mentalité. Je crois que c'est le plus gros frein, effectivement, auquel on est confronté. Et on le voit tous les jours, même si parfois on prend les valeurs RSE des entreprises qui refusent de faire, par exemple, qu'on récupère leur moquette avec un certain prix, voilà, qu'on leur explique que ça crée de la valeur, que ça crée de l'emploi local, etc., etc. Voilà, c'est compliqué, il faut que ça rentre dans des cases parfois, et ça c'est très difficile effectivement de changer. Pour cette histoire de frein de mentalité, la seule méthode qu'on a trouvée avec Fabrice, c'est d'essayer soi-même d'être le plus exemplaire possible, et Dieu sait que c'est dur, et deux, de montrer que ça existe, donc comme tu disais, de montrer ceux qui sont sur le chemin. Et toi, un dernier frein que tu aimerais lever? Bon, les freins... il y en a beaucoup, des freins. Mais le premier, le premier frein, c'est l'incompréhension de l'ignorance en fait des décideurs sur ce qui est en train de se passer en fait, et l'incompréhension des ordres de grandeur également. Donc ils savent qu'il se passe quelque chose, mais ils ne se rendent pas compte de la gravité du problème. Et comme ils ne s'en rendent pas compte, du coup, ils ne mettent pas toute l'énergie qu'il faudrait pouvoir mettre pour vraiment faire changer les choses dans la profondeur et dans la persévérance également, qui pourrait nous permettre de changer de trajectoire. Et moi, c'est ça qui me fait le plus de peine aujourd'hui, c'est que tout le monde pense savoir qu'il y a un problème sur le climat, par exemple, mais tant qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre, en fait, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et donc, du coup, il y a le réflexe de procrastination qui arrive. Je commence demain, puis demain n'arrive jamais. Prochain mandat pour les politiques, prochaine direction générale pour les conseils d'administration, et puis le temps passe, et puis il ne reste plus de temps, quoi. Donc je pense que la première chose pour lever les freins, et moi je le vois, je l'expérimente dans ma propre entreprise aujourd'hui, plus on monte en compétence les décideurs sur ces sujets, et plus on accélère la démarche. Excellente transition. Merci Laetitia, merci Cyr. Je vais inviter Cédric Ringenbach de la Fresque du Climat et Marie-Aimée Ferté, qui représente ce soir le mouvement pour un réveil écologique. Et à tout à l'heure. Alors, venez. Oh, bonjour, on change de place, allez, soyons fous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, un merci tout à fait spécial à Marie-Aimée, parce que Marie-Aimée, nous l'avons sollicitée il y a maintenant peut-être 8 mois, 9 mois, c'était l'été dernier, pour rédiger notre préface, parce qu'on voulait vraiment s'adresser aux jeunes. On s'est dit, on a des enfants, tu as des enfants, on a des enfants, on voulait se dire qu'on fait, mais qu'on fait pour les autres aussi. C'est comme planter un arbre, c'est pour plus tard. Donc on s'est dit, à l'époque, votre mouvement avait fait grand bruit en signant un manifeste et en disant « Non, nous n'irons pas travailler pour des boîtes qui vraiment manifestement se moquent de l'avenir de leurs propres enfants, finalement, si on fait le raccourci. » Et on a trouvé ce mouvement très courageux, parce qu'on s'est dit que chacun d'entre vous, individuellement, une fois que vous aurez signé, vous ne pourriez pas revenir sur votre signature. Donc on s'est dit finalement, vous, ça marche, ou vous y perdez, et tout le monde y perdra bien sûr, mais on s'est dit que c'était ultra courageux, donc on était on avait beaucoup d'espoir que vous acceptiez de signer notre préface. Non seulement vous l'avez écrite, mais en plus, franchement, rien que pour la préface, moi je dis, ce bouquin il vaut quelque chose, parce que votre préface, on s'est dit, non mais on était hyper retourné, ouais, et on espère que ça en retournera plus d'un. Donc on va te laisser nous expliquer comment ça se passe du côté des écoles et du côté des premières entreprises que vous rencontrez sur cette partie formation pédagogie. Et Cédric, on aimerait vraiment que tu nous parles de la Fresque du Climat, qui est un gros mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, mais que tu nous parles aussi du frein principal, c'est que la plupart des gens que tu essayes d'éveiller pensent qu'ils savent tout. Comment tu fais? Exactement. Je commence? Oui, vas-y, allez. D'accord. Oui, il y a ce problème qui est que quand on ne connaît pas un sujet, on est tellement ignorant qu'on n'est même pas capable de s'évaluer soi-même. Ça a été mis en lumière par des psychologues, ça s'appelle Dunning et Kruger.
et qui ont étudié ça. Et puis ils ont étudié aussi le contraire. Le contraire, c'est que quand on connaît bien un sujet, on sous-évalue ses propres compétences et on surévalue celles des autres. Et alors, vous l'avez certainement tous déjà vécu en fait sur un sujet qu'on commence à maîtriser. On en parle comme ça à des gens, des amis, des gens voilà, qu'on ne connaît pas. Et on en parle comme si c'était une évidence. Et puis ils nous regardent avec des yeux. En fait, on vient de donner 3 mots qui ne sont pas dans le langage courant et puis qu'ils ne connaissent pas. Et on a surévalué en fait la connaissance du reste du public parce qu'on est soi-même devenu un peu trop expert. Et en fait, dans l'écosystème des gens qui s'intéressent à la planète depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, moi j'ai rencontré, dans notre métier, on a rencontré des gens qui étaient à Rio. Moi j'étais pas, mais j'en ai rencontré. Disons qu'on fait la COP numéro 1, c'est fou. Ouais. Et donc j'ai rencontré des gens comme ça. Ben, dans cet écosystème, je pense qu'on pêche beaucoup trop de ce côté-là, à se dire, voilà, ça y est, on a compris, on va bosser sur les solutions. Bah oui, mais enfin, il y a 90% de la population qui n'a pas compris. Et ben, il va d'abord falloir leur expliquer. Ce qui permettra d'être 10 fois plus nombreux pour trouver les solutions d'ailleurs, parce que ça se trouve, c'est eux qui auront les bonnes idées. Hein. Nous, on est peut-être à côté de la plaque. Donc il y a vraiment cet enjeu de, premièrement, aller expliquer à tout le monde où on en est, quel est le problème, et après on va bosser sur les solutions. D'accord. Et puisque toi, tu es celle qui sort de l'école, quelque part, par rapport à nous les vieux, comment ça se passe à l'école? Est-ce que tous les jeunes ont reçu le Saint-Esprit du développement durable sur la tête ou absolument pas? Et comment vous faites, ceux qui commencent à se dire que ce n'est pas tout à fait ce qui doit être enseigné qui est enseigné, comment vous faites face à des profs qui enseignent le monde d'hier? Alors non, tout le monde n'a pas reçu le Saint-Esprit en école. On le souhaite, évidemment. Mais en tout cas, moi, je le vois depuis 6 ans que maintenant je suis engagée dans différentes associations voilà, pour un monde qui soit plus soutenable. Il y a une vraie prise de conscience, notamment, je dirais, il y a peut-être 3-4 ans, dans les écoles. Et puis, évidemment, il y a eu quand même un momentum que nous, on a pu constater au sein du collectif, quand on a pu lancer notre manifeste étudiant pour un réveil écologique, où, en effet, vraiment, l'écosystème s'est structuré parce que les étudiants se sont saisis de ces sujets et se sont vraiment rendus compte de l'urgence que ça représentait, pas seulement pour nos enfants, mais pour nous-mêmes. Et je pense que ça a été vraiment un moment marquant dans voilà, le milieu étudiant et donc plus largement militant, de se rendre compte que c'était aujourd'hui, que c'était maintenant. C'est pas les générations futures, parce qu'on a beaucoup péché en parlant des générations futures, et ça c'est une erreur. C'est ça, le temps passe, et puis à un moment donné, les générations futures, ils sont là. Oui, voilà, ils sont Ou là, alors tu penses toujours à celles d'après, et tu ignores celles que tu as déjà mis au monde. Voilà, donc c'est vrai que il y a eu quand même une sensibilisation, je dirais une massification de la sensibilisation au sein des étudiants. Alors après, avec des niveaux hétérogènes selon le type de profil. C'est vrai que les ingénieurs ou écoles de commerce ont été peut-être un peu plus moteurs sur ces sujets au début. Mais c'est vrai que voilà, on voit en tout cas de plus en plus d'initiatives qui se lancent pour alerter autant les professeurs que les dirigeants des universités et des écoles pour les pousser à vraiment saisir de ces sujets-là. Et donc quand on se retrouve en effet face à des professeurs qui sont un petit peu en décalage, et c'est d'ailleurs le premier cri du cœur du manifeste, c'est qu'on se retrouve complètement en dissonance. En fait, on nous enseigne des modèles qui sont par défaut complètement partiels. Donc, notamment en économie. Notamment en économie. Voilà. Moi, j'ai pu expérimenter en tant qu'étudiante en économie, en partant du principe que la croissance infinie voilà, est possible en exploitant toutes les ressources naturelles. Et donc, voilà, il y a cette première frustration qui, je pense, a été telle qu'elle a permis de vraiment se mettre en action, se mettre en mouvement pour se fédérer et pour voilà, porter des initiatives spontanées comme l'a été le manifeste, mais comme d'autres associations de jeunes peuvent en porter derrière. Donc il y a eu un petit peu ce frottement en cours d'expérience, où en essayant de questionner un petit peu les modèles qui sont enseignés ou les discours qui sont faits, avec, comme partout, comme n'importe quelle organisation, des niveaux très différents de compréhension et voilà, parfois de rejet, et puis d'autres fois, heureusement d'ailleurs,
dialogue et d'interrogation, de questionnement sur la façon dont la discipline est enseignée. D'accord. Alors parlons un peu des entreprises, parce que nous, on n'est ni politique, ni dans l'enseignement, enfin un petit peu quand même. Mais notre prise, c'est les entreprises. Donc, vous, quand vous arrivez, toi, on aimerait bien que tu nous dises un peu comment les entreprises que vous interpellez réagissent. Et si tu veux bien, Cédric, nous dire un peu comment ça se passe quand vous allez en entreprise, parce que le concept de la fresque, c'est presque un jeu, c'est faire ensemble. Donc, comment à nouveau, le collectif, qu'est-ce que ça provoque? Enfin, moi, j'en ai fait une des fresques du climat, je ne serai plus jamais comme avant. Donc, donc je peux parler que pour moi, mais quand les gens qui font la fresque, qu'est-ce que ça provoque dans l'entreprise après? Alors, tu veux peut-être démarrer? Non, je t'en prie. Ok, ça marche. Qu'est-ce que ça fait dans l'entreprise? Oui, en effet, ça fait une grosse prise de conscience pour beaucoup de monde. Et ce qui est assez extraordinaire avec cet atelier, cet outil, c'est que ça marche aussi bien en CM2 que avec des membres du COMEX d'une grande boîte. Hein. D'ailleurs, j'ai un ami de l'association qui a sorti un jour à un interlocuteur qui était justement patron dans une grande boîte. Non, ce que vous dites là, vous ne pouvez pas le dire parce qu'on me l'a déjà dit la semaine dernière, à part que c'était des CM2 qui ont dit ça. Et en effet, le gars était complètement à côté de la plaque. Et les enfants, quelquefois, sont très, très pertinents. Moi, j'adore animer les fresques avec les gamins. Parce ils sont nature, ils ne sont pas paramétrés, ils sont cash, ils disent les choses directes, sans filtre, et c'est hyper rafraîchissant. Donc ça déclenche vraiment des réflexions. Alors après, derrière, on a envie de faire des choses et il va falloir après, la deuxième étape, tu l'as évoqué tout à l'heure, connaître les ordres de grandeur. Parce qu'on a encore des gens qui nous disent « Oui, mais l'hydrogène va nous sauver, oui, mais il y a la technologie, il y a… » Bon, et là, il faut commencer à se dire « Ok, l'étape suivante, bon, 2-3 notions de bilan carbone, on va regarder ce que pèse ceci, cela, et puis on va arrêter de parler de ce qui pèse pas grand-chose pour se diriger vers les vrais gros morceaux, en fait. Et donc là, il y a encore du boulot. Moi, un de mes gros combats aujourd'hui, c'est juste après la fresque, c'est quand on se pose la question de ce que doit faire mon entreprise, c'est de se poser la question, est-ce que mon business model, il est compatible avec un monde qui reste sous les 2 degrés? Parce que souvent, ce n'est pas le cas. Ouais. Alors, en fait, on se dit que demain va ressembler à hier. Par défaut, c'est le mode de fonctionnement de n'importe qui. On prend son tableur Excel, on fait des projections sur l'avenir. Mon chiffre d'affaires va augmenter, il va se passer plein de choses, etc. On optimise un petit peu. On optimise un petit peu, on voit des signaux faibles, on adapte, mais c'est pas, c'est pas massif. Et donc, on va avoir d'un côté une direction RSE qui va prendre des engagements, on va signer des trucs, neutralité en 2040, en 2030 encore mieux, virginité carbone, c'est faire mieux que les autres. Virginité. Bah oui, c'est que tu effaces tes émissions du passé. C'est ça qui est bien. Ouais, n'oublions pas qu'à côté, tu payes tes lobbyistes pour combattre les lois qui vont te… Ça, c'est une entreprise pas contributive. Un service de l'entreprise qui s'appelle RSE et qui fait ces engagements, qui va aller voir le patron pour lui dire il faut prendre ça. Donc ça peut. Alors on verra si c'est la conclusion, mais en tout cas, on a ces engagements qui sont pris et de façon très sincère par les personnes qui les portent. Hein. Mais dans le service d'à côté à la stratégie, de quoi on parle? On parle du vrai business, parce que là, il ne faut quand même pas déconner. Et le vrai business, c'est quoi? C'est répondre à la demande des clients. Et la demande des clients, ce sera quoi demain? Je la connais très bien, la demande des clients. Regarde, j'ai des études marketing, ils veulent ça, ça et ça. Ah ouais, mais comment tu fais une étude marketing de ce que voudront les clients dans 5 ans, dans 3 ans? Quand ils seront sortis des écoles où ils ont été sensibilisés, quand ils auront fait la fresque du climat, quand ils auront pris conscience, en fait, on ne sait rien. Donc, leur comportement va changer et il faut anticiper ça. Et donc, en fait, on a une espèce de schizophrénie dans les entreprises qui, d'un côté, prennent des engagements pour sauver la planète et de l'autre côté, elles font comme si les autres, parce que dans leurs clients, il y a aussi des boîtes en B2B, qui elles-mêmes ont pris des engagements pour réduire des volumes. Genre Bouygues qui va prendre un peu moins de ciment. Voilà, si je suis cimentier, peut-être que j'anticipe que mon client, il va m'en acheter un peu moins demain. Bon. Et ces entreprises, elles ont pris des engagements d'un côté et après, elles se comportent comme si personne d'autre qu'elles allait tenir ces engagements. Et puis surtout, on ne va pas commencer, on ne va pas être le premier. Il faut que les autres le fassent avant. Non, c'est ça qui est… Si, il faut quand même que les Chinois arrêtent de polluer avant les Français. Attends, excuse-moi. Tu as complètement raison. La réalité, c'est qu'en général, on attend que les autres démarrent. Mais aujourd'hui, il se passe le contraire. Tu as des boîtes qui prennent des engagements et qui font comme si les autres n'allaient pas tenir leurs engagements. Ce qui n'est pas logique, puisqu'en réalité, elles vont attendre que les autres bougent pour bouger. Voilà.
Donc, quand on voit ça, peut-être que c'est une question de communication. Ouais. Ah oui, donc communication, je me sens particulièrement concernée, on est d'accord. C'est un outil très puissant quand il est bien utilisé, je suis bien d'accord. Et alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe quand vous aussi, vous interpellez les entreprises, vous faites des rapports d'ailleurs, je trouve ça incroyablement généreux, vous faites des rapports sur les secteurs d'activité, mais gratuitement, alors que vous avez des grands cabinets de conseil qui vendent ça pour 200 000 balles. Hein. Je vous le dis, hein, c'est dommage. Parce que les entreprises qui pourraient prendre le relais. Hein. Non, mais c'est génial parce que vous les secouez quand même. Et comment elles prennent ça? C'est le but. Donc en fait, historiquement, donc le manifeste est lancé en 2018, fin 2018, et en 2019, il y a eu toute une année, on a rencontré plus de 150 décideurs, dirigeants d'entreprise, avec d'abord une peur. Ils avaient peur de notre message parce qu'on leur disait, là, le risque qu'on pointe particulièrement, c'est celui du recrutement. Et vous ne l'aviez pas vu venir que nous, maintenant, jeunes diplômés, on ne veut pas travailler pour vous si vous n'êtes pas ambitieux. Donc après cette première phase-là de peur, de curiosité, avec des niveaux très hétérogènes, des discussions très intéressantes avec des grands patrons qui vont nous justifier, essayer de nous expliquer pourquoi ils ont du mal à bouger, etc. D'autres qui, en effet, comme vous avez pu le souligner, ne connaissent pas, en fait, malheureusement, ou c'est nous qui devons leur enseigner pendant les interventions ce dont on parle réellement. Donc voilà, après avoir eu ça, on s'est dit, c'est pas suffisant, il va falloir en fait qu'on puisse donner des clés aux étudiants pour évaluer, comprendre les stratégies des entreprises quand on parle environnement. Et donc on a fait un grand questionnaire qu'on a envoyé à plus de 150 entreprises, et là tout ce travail de cette année, en 2021, ça a été de les analyser et d'en sortir un petit peu les enjeux principaux par secteur. Et donc on a fait celui du luxe, et puis là on lance celui de l'automobile, puis voilà, il y en a d'autres qui sont en cours. Mais le but, en fait, c'est de vraiment outiller les étudiants avec des outils critiques, leur permettre de comprendre quels sont les réels enjeux par secteur. Donc ça veut dire poser les bonnes questions. C'est quelle est l'utilité de l'activité? Est-ce qu'on parle de sobriété? Et de quelle sobriété on parle? Quels moyens financiers on va mettre pour opérer cette transformation, par exemple? Et quelle est l'échelle de la transformation? Est-ce que c'est sur un produit? Est-ce que c'est sur l'ensemble du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est... Voilà, sinon, c'est du greenwashing, on est d'accord. Ouais. Ouais. Et ultimement, c'est quels sont les paradigmes qui sous-tendent cette transformation? Quels sont les récits à laquelle l'entreprise ou le secteur participe? Est-ce que c'est un récit d'hyperconsommation ou est-ce que c'est un récit de sobriété et de questionnement de l'utilité de la consommation? Donc voilà, ça a été un petit peu prendre ce que les entreprises nous ont donné, aller vérifier. Ça, c'est un de nos gros combats aussi, c'est faire toujours du fact-checking et puis aussi donner des outils pour comprendre les mécanismes du greenwashing pour que voilà, les étudiants puissent vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que nous-mêmes, on a fait cette expérience-là en étant en contact avec des dirigeants, de voir en fait vraiment comprendre le cœur, aller vérifier les faits pour pouvoir avoir un dialogue qui soit vraiment constructif et exigeant. Et toi, comment tu vois à nouveau arriver ces questionnements venant des jeunes en entreprise? Enfin, je pense que vous avez été voir Bouygues forcément. Oui, c'était un choc. Alors, ce n'est pas Marie-Aimée qui est venue, hein, c'est ses collègues. Mais on les a reçus avec Olivier Bouygues il y a près 1 an et demi maintenant. Ça passe tellement vite, fin 2019. Et ils nous ont mis sous le nez une carte. Je ne sais pas si tu es au courant, mais qui est si jamais on se rate au niveau du climat, il y a des scientifiques du GIEC qui nous ont dit qu'en 2050, il ferait probablement plus 3,5 degrés, et qu'il y a une partie des terres émergées qui vont devenir inhabitables, et notamment à cause du phénomène de chaleur humide dont on parle peu en fait, hein, qui fait que quand il fait 39-40 degrés dans une atmosphère très humide, le corps humain ne se refroidit pas et on meurt assez rapidement. Alors qu'il peut faire 50 degrés dans une atmosphère très sec, il suffit de se réhydrater et on peut survivre. Mais une chaleur humide, on ne survit pas. Ils nous ont parlé de ça, les étudiants, quand ils sont arrivés, ils nous ont mis la carte sous le nez, ils nous ont dit, voilà, quand on aura votre âge, c'est-à-dire eux, ils avaient 22 ans et nous, plus de 50,
voilà dans quel monde on va vivre si vous continuez à émettre autant de polluants. Et après, ils se sont tus. Il y a eu un grand vide, un grand silence. Olivier Bouygues s'est dit, bon, on va vous expliquer comment on va s'y prendre. Mais bon, c'est là qu'on s'est aperçu qu'on ne va pas assez vite. Ce n'est pas le problème que les entreprises n'agissent pas. C'est le problème de la puissance de leur démarche, de la vitesse et de l'amplitude, l'ampleur. Et ça rejoint cette problématique de compréhension des ordres de grandeur. Et puis après, on a discuté pendant plus d'1 heure et demie. Et ça a participé, moi je vous remercie, parce que moi ça fait 32 ans que je suis dans le groupe Bouygues, 15 ans à la direction des produits durables du groupe. Et finalement, c'est des rencontres comme on a eues qui ont plus les discussions qu'on a avec Nicolas Hulot, plus les déjeuners avec Jean-Marc Jancovici, qui font que c'est ça qui nous a aidés finalement à arriver à un niveau de maturité où on se dit maintenant il faut vraiment qu'on accélère grave, quoi. Et parce qu'on ne va pas à la bonne vitesse. On va pas à la bonne vitesse. Mais c'est très très compliqué de changer un écosystème parce que l'entreprise peut avoir envie d'agir et je pense que nos dirigeants aujourd'hui, enfin chez moi en tout cas, ils ont vraiment envie d'agir. Mais la fresque du climat, il faut la faire faire à nos clients aussi. Alors, parlons-en. Il faut la faire faire à nos parties prenantes. Et on a encore beaucoup de parties prenantes qui ont des injonctions contradictoires. On a encore très peu de prescriptions. Moi, j'ai des commerciaux qui me disent, voilà, mais on voudrait bien leur vendre nos bâtiments ultra bas carbone, labellisés BBCA, etc. Mais ils n'en veulent pas. Donc, je leur dis, mais comment rendre désirable, en fait, un nouveau concept? Et c'est le marketing de l'offre verte, où on va leur démontrer qu'on peut être plus vert et pas plus cher, voire plus vert et moins cher. Mais il y a les architectes, rien que ça, qui n'ont pas compris, nous on travaille avec des architectes, et en France en particulier, les architectes, ils ont vraiment un pouvoir considérable. Quand on leur parle, vous allez nous faire une conception bioclimatique, ils nous disent comment? Ils ne savent plus faire. Les architectes d'il y a peut-être 150 ans, ils savaient faire des bâtiments bioclimatiques. Aujourd'hui, ils ne savent plus faire. Ils construisent des machins en béton et en verre, et on va mettre de la clim et basta. Mais c'est plus ça qu'il faut qu'on construise demain. Et les architectes de la rénovation. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir un leadership très fort dans l'entreprise, c'est indispensable, mais il va falloir acculturer bien au-delà, en fait, de la direction générale et des collaborateurs. Les collaborateurs, c'est bon, hein. La plupart ont compris. En tout cas, moi, je vous remercie 1000 fois. Ce rendez-vous, ça m'a fait gagner 10 ans. Alors, parlons des échelles. Effectivement, la fresque, c'est un outil formidable. Et comment est-ce que vous avancez? Déjà, juste, combien de boîtes du CAC 40 ont fait la fresque? Alors, je n'ai pas compté, mais en fait, statistiquement, des boîtes de cette taille-là, il y a forcément des gens dans la boîte qui ont fait la fresque. Oui. Mais la question, c'est ce qu'ils ont fait dans la boîte. Voilà, voilà. Ouais. Alors, je pense qu'il y a largement c'est intéressant parce que ça fait parler entre les... Largement plus de la moitié, si ce n'est quasiment toutes, en fait, qui ont fait... Au moins une personne dans un coin a fait la fresque à ses collègues. Donc, voilà, ça, aujourd'hui, on peut le dire. La question, c'est quelles sont celles qui ont décidé d'y aller à fond, de se dire, comme chez Bouygues, on va faire jouer tout le monde. Et là, on a vraiment du levier derrière. Et c'est intéressant ce que disait Fabrice, parce qu'en effet, il ne suffit pas de faire ça juste avec les collaborateurs. Très vite, on arrive sur des blocages et il faut aller voir l'extérieur de la boîte, les clients, les parties prenantes, les fournisseurs. Et cette transition, elle ne va pas se faire de façon souple et tranquille. On en est conscient. Bon, donc il y a des moments où ça va frotter. Si on veut gagner du temps, il faut carrément aller chercher les frottements, direct. On sait que ça va frotter, on y va tout de suite. Oui. Justement, perdons pas de temps. On sent que les clients, là, ils ne sont pas prêts. Eh bien, allez, on va parler aux clients tout de suite. Les fournisseurs, ils ne sont pas prêts non plus, ils n'ont pas l'offre qu'on veut. Tout de suite, on va leur en parler. Donc, on commence par mettre le sujet sur la table, donc une fresque ou une conférence de Janco, là, puis boum, ça pose le sujet. Et après, là, on se dit, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que moi, je vous explique, dans 5 ans, je serai là. Dans 5 ans, je pense que le monde, il sera là. Et vous, ce sera quoi votre position? Quelle est votre offre? Quelle sera votre demande d'ici là? Il faut les challenger. Voilà. Et c'est ça qui va faire bouger les choses, parce qu'il n'y aura pas de transition sans qu'il y ait ces frottements, sans qu'il y ait disons-le, de la douleur. Et après, il va aussi falloir changer les règles du jeu, passer au niveau du lobbying, parce que ça ne va pas suffire. Réglementation, donc voilà. Oui. Ça ne va pas suffire de juste changer les uns les autres
quelques petits paramètres dans notre entreprise. Il va falloir des changements de normes, il va falloir un prix du carbone, il va falloir des changements de mentalité, et tout ça, ça s'accompagne. Et donc, il va falloir demander aux politiques. L'avenir, c'est que la transition, ça va être que des entreprises vont aller voir les politiques, et au lieu de s'opposer au changement de règles du jeu, comme elles l'ont un peu trop fait dans le passé, elles vont être les promoteurs de ces changements. De lobbying, tu vois, en parallèle. Les classiques qui se font un peu déclasser par les autres, parce que là ils ont encore... C'est ça qui doit arriver, c'est-à-dire que ça va être la course entre ceux de l'ancien monde et ceux du nouveau monde. Moi, aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans ces réflexions sur la stratégie, et j'ai fait une proposition là, ce week-end à une boîte qui est dans le secteur du transport, avec 2 propositions. La première, c'est on va aller voir les fédérations, on va les sensibiliser aux enjeux. Et on va commencer à réfléchir au lobbying qui pourrait être possible de faire dans votre secteur. Et en parallèle, pour l'ensemble de vos membres, parce que c'est un réseau, pour l'ensemble de vos membres, on va réfléchir à comment est-ce qu'on intègre un hypothétique prix du carbone dans le business plan de la boîte. Et qu'est-ce que ça changera? Qu'est-ce que ça changera? On regarde en termes de PNL, qu'est-ce que ça change si on augmente le prix de l'essence, le prix du fuel? Comment je m'en sors? Moi, mais comment ça se passe pour mon secteur, pour mes concurrents, etc. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va essayer d'imaginer quelles sont les stratégies pour s'en sortir financièrement. Si on décide qu'on va baser notre stratégie sur l'hypothèse que le monde reste sous les 2 degrés, et du coup, forcément, il y a un prix du carbone. On ne sait pas à combien il faut qu'il soit, mais forcément, il y en a un. Donc, on met sur la table les différents scénarios et on les regarde objectivement. Parce qu'en fait, quand on fait une stratégie, on a un scénario du futur, même s'il n'est pas explicite. Il y a toujours une hypothèse implicite de l'image qu'on se fait du futur. Ben là, on la rend explicite. On dit, mon image du futur, c'est soit le business as usual, soit c'est le monde qui décide de rester sous les 2 degrés, et on sait très bien que pour rester sous les 2 degrés, il faut ceci, cela, etc. On ne sait pas comment ça arrivera, par contre, ce n'est pas la question. On ne sait pas comment le prix du carbone arrivera. On ne sait pas comment les changements de comportement vont avoir lieu. Et les risques climat, on les intègre réellement aussi. On ne se pose pas la question de savoir comment ça arrivera, on met ce scénario sur la table, et après, un vrai leader dans une entreprise, c'est quelqu'un qui dit « moi, je choisis ce scénario, même s'il a l'air complètement irréaliste, je décide de croire à ce scénario-là, je choisis de baser toute ma stratégie dessus. » Et donc, toutes les conditions nécessaires à ce qu'il ait lieu, ben, je considère qu'elles ont été vérifiées avant, et je pars là-dessus. Il y a 1 ou 2 malades qui vont commencer à faire ça, mais les autres vont suivre. Et à l'arrivée, ça va effectivement arriver parce qu'il y aura eu des leaders, des vrais leaders, qui auront eu le courage de dire « je vais dans cette direction-là », et d'autres plus tard qui vont suivre en disant eux ils y vont peut-être un peu faire pareil, et à la fin parce que le dernier, il a vraiment exactement, mais ça va y aller comme ça, et donc à un moment donné d'autres vont les suivre parce qu'ils seront vraiment des boutons de panurge, mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. Ils finiront bien par suivre. C'est ça les transitions aussi. La raison pour laquelle c'est important que des boîtes fassent ce pari, c'est parce qu'elles sont les premières à aller faire le lobbying dans le bon sens, le moment venu. Et les premières à goûter les fruits de leur travail aussi. C'est un peu ce qu'a démontré Interface aussi. C'est que plus tôt on s'y met, si elles gagnent leur pari. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Donc il faut une dose de courage pour se dire, moi je parie sur cet avenir-là. Donc voilà, en fait, les jeunes dans les entreprises, c'est ça qu'il faut que vous ayez faire. Plutôt que de ne pas aller dans les boîtes qui ne sont pas en lien avec vos valeurs, vous y allez. Et puis vous les challengez. Voilà, les challenger de l'intérieur. Est-ce que vous posez souvent cette question? Je doute que... Très souvent, on a cette question, intérieur-extérieur, intrapreneur, etc. Nous, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on a voulu se positionner en tant que collectif, parce que justement, on a très honnêtement, les membres du collectif, des postures assez différentes. Après, comme beaucoup de personnes en entreprise venaient vers nous en nous disant « nous aussi, on est intéressés, on voudrait être mieux outillés, etc. » on s'est rendu compte que des collectifs spontanés qui s'étaient créés en entreprise n'étaient pas mis en réseau, n'étaient pas outillés. Donc c'est ce qu'on a fait en pouvant les outiller, les mettre en réseau. Et c'est créé une association maintenant qui est autonome, indépendante, qui s'appelle Les Collectifs, qui a été lancée cette année, justement pour essayer d'aider, de s'auto-outiller, disons, quand les salariés arrivent en entreprise en tant que nouveaux diplômés atterrissent et essaient de changer les choses de l'intérieur. Après, il me semble que ce n'est pas forcément la question intérieur-extérieur, mais plutôt comment les deux cohabitent et comment trouver un job écologiquement utile. Ça commence déjà à se positionner, à se poser la question pour soi. Qu'est-ce qui est utile pour moi? Qu'est-ce qui est là où je suis bon? Et qu'est-ce que je pourrais apporter pour la transition écologique? Le
C'est aussi un gros sujet. Alors pour terminer sur cette troisième partie pédagogie, formation, effet d'entraînement, est-ce que tu pourrais nous parler de cet outil que vous avez créé au C3D, mais aussi avec le Mouvement pour un réveil écologique et plein d'autres partenaires pour pouvoir embarquer à la fois les étudiants, les outiller justement, mais aussi les gens en entreprise et tout un chacun qui décide de s'y mettre un petit peu. Mais avant que Cédric crée la fresque, parce qu'il a mis du temps, hein, il a mis trop de temps, tu aurais dû créer ça 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, je suis d'accord. Voilà. Mais bon, heureusement, il l'a fait. Il y a quelques années, avec le conseil d'administration du C3D, on voit bien qu'on manquait d'outils pour sensibiliser le plus grand nombre et accélérer la prise de conscience. Et en fait, là aussi, on a procrastiné grave parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre pour écrire le scénario du MOOC. Parce qu'en fait, on a créé un MOOC et écrire un scénario de MOOC, c'est quand même, c'est pas rien, c'est du boulot. Et c'est en rencontrant les étudiants pour un réveil écologique qu'on s'est dit, ben voilà, on a tout le matériel pour pouvoir écrire une histoire. Et l'histoire, c'est les limites planétaires pour la transition, en tant que donnée d'entrée de la transition écologique. Et avec notre partenaire YouMatter, et je remercie Marine qui est ici, on a trouvé un rédacteur formidable, on a trouvé un partenaire qui s'appelle Corp Academy, qui nous a mis en forme en fait toutes ces idées-là pour que ce soit attractif, parce que des MOOC chiants, personne ne va le faire. Donc on voulait que ça soit très très bien réalisé en termes de pédagogie, en termes d'animation. Parce que le fond, on l'avait, là. Le fond, on l'avait grâce au verbatim des étudiants. Et on a créé ce MOOC tout le long de l'année 2020. Voilà. Et comme ça coûte cher, et que le C3D, bon, c'est une association bien gérée, mais on s'est dit on va essayer de trouver d'autres partenaires pour pouvoir financer le MOOC. Donc on en a trouvé 6, c'est ça? Donc le Global Compact, Entreprise et Progrès, l'ADEME, l'ORS, le MEDEF, oui, le MEDEF, et puis le Comité 21. Et donc ils nous ont aidés à payer tout ça, quoi. Et on est très content de l'avoir publié, de l'avoir lancé il y a quelques semaines. Et on fera une plus grande manifestation de lancement le 9 septembre à l'issue du campus du C3D, où on fera venir les différents acteurs de ce MOOC. On a vraiment l'intention de ne pas s'arrêter là, c'est-à-dire en fait on a ouvert des premiers modules avec des intervenants exceptionnels, donc Valérie Masson-Velelnotte, on a Dominique Bourg, on a Jean-Marc Jancovici, enfin on a vraiment du lourd, hein, et des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc bien sûr ce MOOC est en anglais et en français, il est gratuit. Donc nous chez Bouygues on a décidé de le déployer partout dans tous nos 5 métiers, nos 5 divisions. Et on va continuer de le développer, de le mettre à jour, parce que même si les limites planétaires ne changeront pas, la façon de les appréhender et de les intégrer dans nos modèles économiques, ça va évoluer forcément. Donc on a envie d'en faire un contenu pédagogique qui va évoluer dans le temps. Et donc il y a quand même un modèle économique où on va gagner quand même un peu d'argent avec ça, parce que Corp Academy va vendre des packages à des entreprises qui veulent utiliser leur contenu, et on réinvestira l'ensemble pour faire vivre cet outil. Donc j'encourage tous ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui sont dans la salle, eh bien de le promouvoir, de le faire eux-mêmes s'ils veulent, et de le promouvoir dans leur écosystème pour qu'il y ait un maximum de gens qui le fassent, comme il est hyper important de faire la fresque. Cédric a mis la barre à 1 million. Moi, je pense qu'il faut la mettre à 7 milliards. Oui, où est-ce qu'on en est? Alors, on a un compteur que les fresqueurs remplissent. On ne sait pas s'ils le remplissent bien. En fait, on sait qu'ils ne le remplissent pas bien. Et le compteur, il est quasiment à 200 000 là. Donc, mais on est probablement au-dessus, peut-être au double, j'en sais rien. Un jour, on va faire un sondage pour voir s'ils le remplissent. Qui le remplit, on pourra mettre un coefficient multiplicateur. Donc, je pense qu'on n'est pas forcément très loin du million. Mais quand j'ai annoncé le million, c'était parce que c'était il y a 3 ans. Et qu'il y a 3 ans, on venait de passer de 1000 joueurs à 2000. Et je voulais juste que les gens comprennent que OK, on a testé ça, on a vérifié sur une matinée que le truc il passe à l'échelle. S'il passe à l'échelle, ça veut dire qu'il ira très loin. Et donc à l'époque, on prenait pour un fou quand je parlais d'1 million, alors qu'on n'était qu'à 2000. Bon voilà, on est à 200 000, on rigole moins. C'est exponentiel, parce que tu peux devenir fresqueur quand tu as fait la fresque. 200 000, 1 million, c'est qu'un facteur 5, c'est pas grand-chose. Au pire, c'est dans un an et ça va très très vite. Et donc la suite pour la fresque, c'est de passer à l'international, parce que évidemment, après le million, on n'a pas prévu de s'arrêter. Après le million, je pense qu'on annoncera qu'on vise 1 million de fresqueurs
d'animateurs et d'animatrices de la fresque. Et donc on a un enjeu maintenant, c'est de passer vraiment à l'international. Alors on est déjà présent dans une quarantaine de pays avec un animateur, un formateur qui sont là et qui déploient sur place. Mais à la COP, on a la chance que la COP ne soit pas très loin. On peut y aller en bus ou en train parce que c'est à Glasgow. La prochaine, elle sera à Pétaouchnok, je ne sais pas où elle sera. Et donc là, on veut être présent et on veut faire en sorte d'être dans les valises des institutionnels français qui seront très contents de montrer qu'on a eu des super initiatives en France. Et puis, donc, il y a le réveil écologique, il y a plein de choses qui sont dans l'écosystème de ceux qui bossent pour sensibiliser aux enjeux climatiques. Et donc, on espère ensuite être mis en relation avec des gens qui seront en position dans d'autres pays de dire venez chez nous, déployer la fresque. Et là, on arrivera avec un plan d'action bien ficelé, où on leur dira, voilà, en France, on a mis 4 ans à aller de 1000 à 1 million. Chez vous, on fait la même chose en 2 ans parce que le temps qu'on a mis à construire tout ça en France, tous les outils pédagogiques, et la culture qu'on a créée, la culture de cette association, eh ben, elle va se déployer beaucoup plus vite chez vous et on y va, on fera 1 million d'utilisateurs, mais en 2 ans, si vous nous y aidez. Voilà, donc ça, c'est l'enjeu de notre présence à Glasgow. On a lancé un crowdfunding, donc nous aussi, on a cherché des moyens pour avancer. On a lancé un crowdfunding sur ce sujet, page pub, voilà, qui est en cours d'ailleurs, qui est en cours. On vise d'avoir 100 000 € pour financer notre présence à Glasgow. Et donc, il ne reste plus que 4 jours pour contribuer. Donc, vous cherchez sur votre moteur de recherche crowdfunding la fresque du climat et votre contribution sera la bienvenue. Et au moins relayée aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on a besoin de ça. Absolument. Parce qu'on ne va pas s'arrêter à la France et on a du boulot derrière. Ah bah non, mais voilà, parce que comme tu disais, c'est pas tout d'agir, il faut accélérer parce qu'on n'est pas du tout à l'échelle non plus. Et toi, vous avez une page pub, une annonce à faire, un déploiement imminent. Non mais vas-y, on est entre nous. Alors, il y a beaucoup de choses qui sortent, c'est très actif au sein du collectif. Donc là, on continue à faire les analyses sectorielles. On a fait très récemment une table ronde autour de la finance durable. Donc il va y avoir des nouveaux formats qui vont sortir là-dessus. Là, notre grande actualité, c'est évidemment le lancement du MOOC. Voilà, comme on a coporté avec le C3D et 6 autres partenaires. Et puis voilà, d'autres projets qui sont plus long terme, sur lesquels on est encore en train de travailler, en train de savoir comment un peu se positionner. Puis aussi au niveau évidemment éducation, école, c'est continuer en fait à faire, embarquer toutes les écoles et les universités pour vraiment former 100% des étudiants aux enjeux environnementaux. Bien sûr. Et en faire un levier, le levier principal, c'est les jeunes et la façon dont ils vont vouloir bosser, entreprendre, consommer. En ce qui nous concerne, comme chez WIC, je voulais dire que, outre la fresque, on veut 100% de nos collaborateurs. On a fait notre comité de direction générale au plus haut niveau la semaine dernière, et je peux vous dire que c'était un grand moment de l'histoire. C'était vraiment nécessaire de le faire et ça a été vraiment très très bien ressenti par les membres du CODG du groupe Bouygues, au niveau groupe, et on va faire tout le monde. On en a fait pour l'instant, on a 1200 collaborateurs qui ont participé à une fresque, qui en forment massivement aujourd'hui les animateurs. Le MOOC, bien sûr, et puis on a développé un outil interne qui est un outil d'auto-évaluation et de benchmarking des meilleures pratiques mondiales en matière de réinvention des modèles économiques, qui est un vieil outil qui a été créé il y a très longtemps, mais qu'on a réactualisé récemment pour s'inspirer des meilleures pratiques en matière de réinvention de modèles d'affaires, et notamment le modèle interface, mais pas que, de manière à ce que nos comités de direction prennent conscience qu'il est possible de créer la valeur autrement et accélérer en fait la transition. Donc c'est sur ces 3 outils, en fait, le MOOC, la fresque et l'outil ABI interne, qu'on contribue en fait à accélérer en fait la prise de conscience de nos décideurs internes. Si tu m'autorises, je voudrais ajouter un mot sur l'international. Donc nous, on y va en tant que la fresque, mais on y va aussi sous le thème d'une autre thématique qui est plus large, qui s'appelle ACE, Action for Climate Empowerment. C'est le nouveau nom pour l'article 6 de la CNUC ou l'article 12 de l'accord de Paris qui porte sur l'importance pour les États de travailler sur la sensibilisation, l'information et la formation sur les enjeux climatiques. Donc c'est écrit depuis 1992 dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est très peu porté. C'est écrit dans l'accord de Paris à nouveau. Donc c'est vraiment, tous les pays signataires se sont engagés à le faire, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc cette thématique s'appelle ACE, parce que c'était plus pratique que l'article 6.
Mais enfin, c'est pas très pratique non plus. ACE, hein, Action for Climate Empowerment, en plus, va traduire empowerment en français, c'est très compliqué. Il y a eu des concours, tout ce que tu veux. Il y a des concours là-dessus, je veux bien les résultats. Il y a un véritable danger autour de cette thématique ACE, c'est que ce soit relégué dans la série des on va expliquer aux petits-enfants dans les maternelles qu'il faut trier ses déchets. Et clairement, c'est ça le truc. Donc, il existe dans la plupart des pays du monde des focal points, des points de contact pour la thématique de ACE. On est en train de les appeler les uns après les autres là, avec mes équipes pour échanger là-dessus. Et ça se confirme. Ils nous disent, oui, vous avez raison, il y a ce danger que ACE soit relégué dans la catégorie des on va s'occuper des jeunes, on va formuler, voilà, on va changer les ampoules, on va s'occuper des jeunes, on va leur expliquer les enjeux climatiques. Et les négociateurs climat eux-mêmes, qui franchement sont souvent des billes sur le rapport du GIEC. C'est emmerdant. Les négociateurs climat, les dirigeants dans les pays, les patrons d'entreprise, eux, non, eux, c'est pas la peine. On sait déjà exactement. C'est ce qu'on avait dit au début. On sait pas. Et donc voilà, on a un véritable enjeu, c'est de faire monter cette thématique de ACE pour les prochaines COP. Et c'est aussi pour ça qu'on cherche à être présent sur place et qu'on cherche à bosser aussi en amont pour que les choses se fassent. Ouais. Bon, merci parce que c'était vraiment un bon résumé aussi de la nécessité de bosser en écosystème. Moi, je suis très heureuse de bosser en écosystème avec vous tous. Moi, chez Look Sharp, mon scope 3, mon impact, c'est dans les clients pour lesquels on travaille. Donc, on est fiers d'avoir un écosystème et des clients qui sont eux-mêmes dans cette transition. Et on va peut-être passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle virtuelle? Parce que maintenant, tous les événements sont digitaux. Peut-être de laisser les questions de la salle arriver. Je vais en lire une qui est arrivée du coup sur le live. Quelle est la réflexion autour de l'entreprise contributive à l'échelle des territoires? Quelle est la réflexion menée pour que les entreprises puissent contribuer à la régénération économique des territoires dans un pays hyper centralisé comme la France? Moi, je dirais que les entreprises sont forcément dans un territoire. Elles ne sont pas hors sol. Donc, la réflexion, c'est de voir quelle est leur contribution en écosystème à nouveau. Et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Cyr et Laetitia, c'est d'essayer d'avoir ces boucles de clients fournisseurs les plus locaux possibles, les plus resserrés possibles et les plus connectés possibles pour créer de la richesse partagée sur les territoires. Et que les investissements et les emplois restent aussi sur les territoires. Donc tout ça, c'est important parce qu'effectivement, tout ne se fait pas dans des cercles financiers hyper centralisés, parisiens, londoniens ou munichois. Et en revanche, 90% des collaborateurs du tissu économique se fait sur les territoires. Donc l'entreprise contributive, si elle ne se fait pas sur les territoires, je pense qu'elle ne se fera même pas. Ouais, parce que cette notion de circuit court, qu'on connaît depuis très longtemps, bon, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de prix au carbone, ça va être compliqué. Hein. C'est l'histoire que Hulot... C'est d'aller chercher ses ressources à l'extérieur et... Ouais. Oui, enfin, c'est l'histoire d'Hulot qui raconte souvent qu'il avait vu un camion de tomates qui arrivait d'Espagne, rentrer dans un camion de tomates qui arrivait des Pays-Bas. Ils se sont rentrés dedans à Bourges. Il y en a un qui allait au nord et l'autre qui allait au sud. Tant que le prix du transport sera tellement bas, qu'on va continuer de marcher sur la tête. Mon meilleur tweet, moi, il y a 3 ans, c'était le tweet d'un ticket de caisse de jambon, tenez-vous bien, un porc, qui est né au Canada, qui a été élevé en Australie, qui ensuite est retourné en Belgique pour être abattu, qui a été abattu en Belgique dans un abattoir, et il a été dépecé dans un autre abattoir qui n'était pas l'abattoir où il a été abattu. Et ensuite, il a été conditionné et mis en vente dans des épiceries du nord de la France et du sud de la Belgique. Donc le cochon, avant de mourir, il a fait 35 000 km. Mais des histoires comme ça, il y en a des dizaines, quoi. Donc on se dit, bon, on marche sur la tête. Donc l'entreprise contributive, c'est clair qu'elle cherchera ses matières premières au niveau local. Elle sera en boucle, en cycle court. Tout ça, c'est du bon sens. Et pour ça, il faut de la responsabilité. Et il faut aussi donner un prix au vivant, un prix au carbone. C'est vraiment plus qu'urgent en B2B, parce que donner un prix au carbone en B2C, c'est aussi quelque part une injustice pour peut-être des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus.
Mais en B2B, il n'y a plus d'excuses de ne pas avoir un prix en carbone. Ça, c'est clair. Donc on explique dans le livre ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la régulation d'aujourd'hui, qui est une régulation faible. Et on fera un tome 2 lorsqu'on aura une régulation forte et qu'on pourra mettre en place des actions encore plus spectaculaires. Mais de dire qu'on ne peut rien faire parce que la régulation n'est pas encore au niveau, qu'il n'y a pas de prix au carbone, etc., ça, ce n'est pas acceptable parce qu'on peut faire déjà plein de choses avec rien qui nous impose, qui nous l'impose en fait. Donc il suffit, comme l'a dit Cédric, comme l'a dit Marie-Mé, il faut du leadership, il faut une vision, il faut une force d'entraînement, il faut des méthodes, parce qu'un but sans méthode est un non-sens, je le dis souvent, et il faut savoir entraîner son écosystème. Et en allant sur les frottements, j'aime bien cette... je pense qu'il a raison. Et souvent, lorsqu'il y a des commerciaux chez Bouygues qui nous disent « bah oui, mais le client ne nous le demande pas », je dis exactement la même chose que Cédric, on va aller le voir, le client. On va aller le voir, on va lui expliquer exactement, on va lui demander s'il a des enfants, et on va essayer de le convaincre, en fait. Et ben, je vous promets que ça marche. Ça marche. Et il faut mettre beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, et ça marche. Mais maintenant, il faut se dépêcher. Une autre question? Est-ce qu'il y a une question de la salle, du coup? Oui. Moi, j'aurais une question sur la communication et sur le récit de l'entreprise contributive, parce que là, il y a plein d'exemples qui sont hyper intéressants, qui sont très inspirants. Le côté modèle et le côté rôle modèle de ces entreprises, comment on le porte, comment on le fait vivre aujourd'hui pour que justement elles puissent inspirer plus largement, au-delà d'une communauté de personnes qui sont déjà convaincues ou en passe de l'être. Excellente question. Le blog, la communication. Oui, mais ça reste petit. Non, mais c'est vrai qu'on a un gros problème en communication, et d'ailleurs, ça a fait pas mal de frottements aussi au moment des discussions autour de la loi climat et résilience, ce sujet de communication, parce que les communicants du monde d'hier vous diront si vous ne voulez pas qu'on fasse de la pub pour la SUV, interdisez la SUV. Les communicants du monde de demain, peut-être, pourraient dire on va être un peu plus malin sur des objets ou des véhicules, en l'occurrence, mais ça peut être pour n'importe quel produit un peu plus vertueux, d'en faire finalement l'ultime truc à avoir, ce serait de ne pas avoir ce produit. Il y a Patagonia qui a un petit peu infusé dans cette veine-là, mais on peut faire la même chose avec les vacances. Finalement, les meilleures vacances, est-ce que c'est les vacances pour lesquelles on a passé 23 heures d'avion à revenir cramé, certes, mais aussi cramé peut-être, et en ayant effacé un voyage, est-ce que ça, c'est le désirable? Donc peut-être le challenge qu'on a en tant que communicant, c'est de rendre sexy, désirable, moderne, attractif, que les jeunes le veuillent, parce que c'est eux qui font aussi la demande, évidemment, des services, des produits qui étaient un peu ringards. Et pourquoi ils ont été un peu ringards? Parce que d'autres ont passé des années à dire que c'était le dispendieux, qui était important. Et ça pose question, le rôle du communicant. On peut parler aussi en ricochet du rôle des médias. On en parlera aussi, parce que finalement, il y a une question de renoncement. Aujourd'hui, le plus simple pour le communicant, c'est de répondre à la demande de son client, sans le challenger. S'il est un peu formé, qu'il a fait une fresque du climat, le MOOC, ou qu'il s'est renseigné, qu'il a fait des études, enfin moi j'ai fait des études sur ces sujets, mais on n'est pas obligé finalement. Aujourd'hui, 2021, il y a plein de façons de se former, de s'auto-former, et finalement, on devient un tout petit peu plus critique vis-à-vis de son travail. Donc là, la question, c'était la communication, mais c'est dans tous les métiers pareils, aux achats, au design, et de re-questionner le brief de son client. Est-ce qu'on est obligé de le prendre pour argent comptant? Est-ce qu'on ne peut pas frotter un peu et dire à son client, moi je pense que cette voie-là, alors au début on touche à la communication, mais rapidement on va influencer des usages, et puis le client finalement il va se dire que le produit qu'il a mis sur le marché, peut-être qu'il faudra le changer. Donc moi mon postulat, mais c'est peut-être naïf, mais pas tant que ça, c'est que la communication peut changer le produit, le service, pas en une itération, mais en quelques itérations finalement, si l'histoire alternative racontée est
est plus attractive et plus belle et fait envie et fait rêver, parce que c'est le désir et le rêve qui nous font acheter aussi. Donc voilà, donc oui, un gros rôle pour le communicant de demain, je suis d'accord. Et d'ailleurs, j'espère que le Réveil fait de gros scores de signatures dans les écoles de com. Moi, je vais faire une petite page pub pour un événement sur lequel on est impliqué qui s'appelle Reboot, qui va se faire à la rentrée et qui est l'occasion de parler de communication différente à tous les étudiants. Et il y a déjà une 50aine d'écoles qui se sont inscrites. C'est un programme de 2 jours d'intervention et finalement de formation sur d'autres façons de communiquer. On va rentrer dans le marketing de la sobriété. Hein. C'est comment on va marketer ça, comment le frugal va devenir vraiment un facteur clé de succès pour les entreprises. On a fait avec TF1 la semaine dernière, on a fait une grande manifestation avec tous nos annonceurs. On leur a montré les pubs des années 90. C'était à tomber par terre. Il y avait on vantait à l'époque, enfin les constructeurs automobiles vendaient une voiture qui faisait la course contre un avion pour vanter la puissance du moteur diesel. Hein. Et il y avait aussi une pub pour Danette, où en fait il mangeait tellement de Danette, c'était Galfione, il lançait ses pots de Danette derrière, il y avait un dépotoir de Danette derrière et il se vantait parce que c'était très très bon la Danette. Mais maintenant, aujourd'hui, les annonceurs eux-mêmes disent on ne pourrait plus faire ce genre de publicité. C'est plus possible, c'est plus acceptable. Alors, ils commencent maintenant à faire des pubs, ou faire attention parce qu'il y a aux aspects sociaux, mixité, il y a aussi des aspects qui ne sont pas simplement des aspects environnementaux, mais ils voient bien que le coup d'après, ça sera le produit lui-même en fait. Il ne suffira pas de verdir sa communication, mais verdir véritablement le produit. Et on en est là aujourd'hui. On en est là. Et ça, c'est formidable. Prenons l'exemple du vrac. Dans la grande distribution, enfin, je sais que Karine est là, pourra nous en parler mieux, mais c'était un gros mot le vrac. Mais quelle est la chaîne de grande distribution qui ne fera pas de vrac dans 5 ans? Ils sont morts. Ils sont morts. Donc quand on écoute Bertrand Sadesky, membre du C3D, expliquer ça sur TF1 très très souvent, ils ont vu quelles étaient les difficultés pour les consommateurs d'arriver avec leur contenant pour récupérer le vrac. Mais ils vont trouver des solutions, comme on a fini par trouver des solutions lorsque la décision d'abandonner les sacs en plastique a été prise. On voit bien qu'on s'habitue à tout, et on s'habituera aussi à ramener des contenants tôt ou tard. Et il est temps, parce que le plastique le moins impactant pour l'environnement, ce n'est pas celui qu'on va recycler, c'est celui qu'on ne va pas produire. Donc tout ça en racontant finalement que c'est plus cool d'arriver avec son contenant, mais c'est une façon de vivre différemment. Et avant, c'était peut-être, on avait l'air un peu bizarre avec son contenant, mais demain, si ça devient la normalité, le récit aura réussi et pris aussi. Donc. Alors le récit, et puis bien sûr pour changer les habitudes, parce que ça a été dit, c'est extrêmement difficile de changer les habitudes des gens. On peut utiliser des artefacts de type gamification, nudge, incitation, pour provoquer en fait le changement d'habitude et de comportement. Donc nous, on va l'utiliser notamment pour éviter les effets rebonds de consommation dans les bâtiments, parce qu'on va avoir des bâtiments qui vont être de plus en plus passifs, donc ils vont beaucoup moins consommer. Donc du coup, on va faire baisser la facture énergétique. Donc la tentation, ça va être de ne plus être chauffé à 19, mais de chauffer à 23 pour le même prix. Et dans ces cas-là, on n'aura rien gagné. Donc comment arriver à maintenir des températures de consigne à un bon niveau? Eh bien là, il va falloir qu'on gamifie et qu'on fasse de l'incitation, et c'est ce qu'on va faire. Il faut savoir que les Allemands, par exemple, ils ont dépensé des dizaines de milliards d'euros dans des programmes d'efficacité énergétique pour isoler leur logement, mais résultat des courses, ils n'ont pratiquement rien gagné parce qu'ils n'ont pas pris en compte cet effet rebond. Ça fait partie des choses qu'il va falloir appréhender dans les modèles économiques des entreprises. On en parle dans le livre. Une autre question ? Ouais, j'avais envie de préciser qu'on est dans le monde de l'entreprise. Dans l'entreprise, on passe son temps à gérer des contradictions entre l'individuel et le collectif, l'humain et le financier, etc. Là, il faut qu'on gère une contradiction qui est entre le lucide et l'optimiste. Et il y a une petite phrase que j'ai partagée avec Céline tout à l'heure, que je vais vous repartager, mais la petite phrase, c'est « Ce qui s'apprend dans l'effort s'applique dans l'effort et dure 3 jours. Et ce qui se découvre dans le plaisir se met en œuvre dans le plaisir et dure toujours. »
Donc on est dans cette espèce de contradiction où c'est la catastrophe, il faut aller très vite, et en même temps c'est bien que c'est par cette énergie positive et quelque part de plaisir, même si c'est un peu choquant, qu'on va réussir à trouver des solutions, et il faut qu'on arrive à conjuguer les deux de manière respectueuse pour chacun et efficace pour tous, quoi. Ça rend heureux d'être utile. Bon, bah, si on a terminé avec les questions, il nous reste à vous remercier d'avoir été là, les quelques Happy Few qui inaugurent les événements pendant cette période un peu transitoire où on est encore en Covid, mais on ose se voir un petit peu. Donc merci d'avoir bravé le virus et d'être là avec nous. Merci beaucoup, Cédric. Merci Marie-Aimée. Merci à nos hôtes. Merci.